Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Levez la main si vous avez déjà prononcé ou entendu cette phrase. J'aimerais bien savoir dessiner, mais je n'ai pas de talent. Regardez autour de vous. Presque toutes les mains sont levées, n'est-ce pas? Cette petite phrase anodine est peut-être l'une des croyances les plus répandues et les plus destructrices de notre culture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'un des plus grands mythes de notre époque, le mythe du talent inné. Cette idée qu'on est artiste ou qu'on ne l'est pas, que le dessin est un don réservé à quelques élus, que si vous ne dessinez pas naturellement à 5 ans, autant abandonner tout espoir. Ce mythe est non seulement faux, mais il prive des millions de personnes d'une source de joie, d'expression et d'épanouissement. Je vais vous raconter l'histoire vraie du dessin, celle que les écoles d'art connaissent mais que notre culture a oubliée. Une histoire qui va vous surprendre, peut-être vous libérer, et j'espère vous donner envie de prendre un crayon et de commencer à dessiner, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau. Pour comprendre pourquoi nous croyons si fort au talent inné, il faut remonter au XIXe siècle romantique. Avant cette période, personne ne parlait vraiment de talent, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Un peintre était un artisan, formé pendant des années dans un atelier. Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, tous ont commencé comme apprentis à 13 ou 14 ans, balayant l'atelier, broyant les pigments, avant de toucher un pinceau. Le Moyen-Âge et la Renaissance ne concevaient pas l'artiste comme un être à part, touché par une grâce mystérieuse. C'était un métier qu'on apprenait, comme la menuiserie ou la forge. Un bon métier demandait du temps, de l'effort, de la discipline. Mais n'importe qui pouvait l'apprendre. Le romantisme change tout. Au XIXe siècle émerge l'idée du génie. Un individu exceptionnel, différent du commun des mortels, habité par une force créatrice qui le dépasse. Mozart, composant des symphonies à 5 ans. Rimbaud, écrivant Le bateau ivre à 16 ans. Ces figures deviennent les modèles du créateur. Cette mythologie a des aspects positifs. Elle élève l'artiste, reconnaît la valeur de la création. Mais elle a aussi un effet pervers considérable. Elle rend l'art inaccessible. Si seuls les génies peuvent créer, alors le reste d'entre nous doit se contenter de consommer. Le fossé se creuse entre les artistes et les non-artistes, entre ceux qui ont le don et ceux qui ne l'ont pas. Notre système éducatif renforce ce mythe. Observez ce qui se passe à l'école primaire. En maternelle, tous les enfants dessinent librement, avec joie et sans inhibition. Ils ne se demandent pas s'ils ont du talent. Ils dessinent, c'est tout. Le dessin est un langage naturel, comme le jeu. Mais, vers 7 ou 8 ans, quelque chose change. Les enfants commencent à comparer leurs dessins. Certains sont félicités. « Comme tu dessines bien !» D'autres, ignorés ou gentiment découragés. « C'est bien, mais tu devrais plutôt te concentrer sur les maths. » Les professeurs inconsciemment identifient les doués et les autres. À 12 ans, la majorité des enfants ont cessé de dessiner. Ils ont intériorisé le message « Je ne sais pas dessiner ». Cette phrase ne signifie pas « Je n'ai pas encore appris », mais « Je ne suis pas doué, donc c'est inutile d'essayer ». Le tri est fait. Quelques artistes continuent, les autres abandonnent définitivement. Cette sélection précoce et absurde, imagine-t-on faire la même chose avec la lecture? Certains enfants sont naturellement doués pour lire. Les autres ne pourront jamais vraiment y arriver. Ce serait scandaleux. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec le dessin. Et pourtant, les preuves s'accumulent contre le mythe du talent. Betty Edwards, dans son livre révolutionnaire « Dessiner avec le cerveau droit » de 1979, démontre que n'importe qui peut apprendre à dessiner en 5 jours. 5 jours! Elle a formé des milliers de personnes qui se croyaient nulles en dessin et les a vues réaliser des portraits réalistes en quelques jours. J'ai moi-même aidé quelques personnes qui se disaient ne pas savoir dessiner. J'ai accompagné leur cheminement et doucement ils s'y sont mis
Et aujourd'hui, ils sont même meilleurs que moi. Les neurosciences confirment, il n'existe pas de gène du dessin. Le cerveau humain est plastique, adaptable. Toute compétence peut s'acquérir avec la pratique appropriée. Certes, certaines personnes progressent plus vite que d'autres, mais cette différence est généralement due à des facteurs externes. Encouragement précoce, exposition à l'art, pratique régulière, non à un don mystérieux. Les études sur les prodiges sont éclairantes. Quand on examine la vie de Mozart, l'exemple classique du génie précoce, on découvre qu'il a reçu un entraînement musical intensif dès l'âge de 3 ans, dispensé par son père, lui-même compositeur et pédagogue. À 5 ans, Mozart avait déjà accumulé plus d'heures de pratique que la plupart des adultes. Son génie était le fruit d'un travail acharné, certes commencé très tôt, mais travail quand même. Dessiner, ce n'est pas reproduire magiquement ce qu'on voit, c'est apprendre un langage avec sa grammaire, son vocabulaire, ses règles. Comme toute langue, ce langage demande du temps et de la pratique pour être maîtrisé. Mais, comme toute langue, il est accessible à tout être humain normalement constitué. Pensez à votre langue maternelle. Vous la parlez couramment, sans effort apparent. Avez-vous du talent pour votre langue? Non, vous l'avez simplement pratiquée intensivement pendant des années dès votre naissance. Vous avez fait des milliers d'erreurs. Vous avez écouté, imité, corrigé, recommencé. Aujourd'hui, vous ne vous demandez plus si vous avez du talent pour parler. Vous parlez, c'est tout. Le dessin fonctionne exactement de la même manière. C'est un système de conventions pour représenter le monde tridimensionnel sur une surface bidimensionnelle. Ces conventions s'apprennent. Une ligne représente un contour. Des hachures représentent une ombre. La perspective représente la profondeur. Rien de tout cela n'est naturel. Ce sont des codes culturels transmis et appris. Les enfants qui savent dessiner, naturellement, ne possèdent pas un don. Ils ont simplement souvent, sans s'en rendre compte, pratiqué davantage et intériorisé certaines conventions. L'enfant qui passe des heures à copier des mangas développe son sens de la proportion et de la ligne. L'enfant qui dessine des chevaux, obsessionnellement, apprend l'anatomie équine. Tout est pratique. Décomposons le dessin en ses éléments constitutifs. Cela démystifie immédiatement l'acte de dessiner et révèle qu'il s'agit d'une série de compétences distinctes, toutes apprenables. La perception visuelle. Dessiner commence par voir, mais voir pour dessiner n'est pas la même chose que voir dans la vie quotidienne. Dans la vie, nous regardons un visage et voyons un nez, des yeux, une bouche. Pour dessiner, il faut voir des formes, des angles, des relations spatiales, des valeurs tonales. Cette façon de voir s'apprend. Betty Edwards appelle cela « passer en mode cerveau droit ». Cesser de nommer ce qu'on voit pour simplement observer les formes pures. La coordination œil-main. Traduire ce qu'on voit en gestes de la main demande de la pratique. Au début, la main ne fait pas ce que l'œil veut. C'est normal et temporaire. Comme un bébé qui apprend à saisir des objets, votre main apprend à tracer des lignes précises. Avec la pratique, la coordination s'améliore exponentiellement. Les proportions, évoluer les rapports de taille et de distance entre les éléments. Cette compétence est purement technique. On peut apprendre à mesurer avec son crayon, à utiliser des repères, à vérifier les angles. Aucun mystère, juste de la méthode. Les valeurs tonales, comprendre comment la lumière crée des zones claires et sombres, cela s'apprend en observant, en faisant des échelles de valeurs, en pratiquant le dégradé. Encore une fois, technique, pas magie. La perspective. Représenter la profondeur sur une surface plane. La perspective est une construction géométrique codifiée au XVe siècle. C'est littéralement des mathématiques appliquées. On peut l'apprendre en quelques heures. La composition.
organiser les éléments sur la page. Il existe des règles de composition, la règle des tiers, nombre d'or, etc., qui s'enseignent et s'apprennent. Le geste et la ligne, développer la fluidité du tracé. Cela vient avec la pratique répétée. Comme un musicien qui fait ses gammes, le dessinateur fait des lignes, encore et encore, jusqu'à ce que la main acquiert l'assurance. Aucune de ces compétences ne requiert de talent mystérieux. Toutes s'acquièrent par la pratique méthodique. Un bon cours de dessin décompose ces éléments et les enseigne un par un. C'est exactement ce que faisaient les ateliers de la Renaissance. Apprentissage progressif, structuré, patient. Le psychologue Anders Ericsson a révolutionné notre compréhension de l'expertise avec son concept de pratique délibérée. Ses recherches montrent que dans tous les domaines, musique, sport, échecs et oui, art visuel, le niveau d'expertise est directement corrélé au nombre d'heures de pratique ciblée, pas à un talent inné. Mais attention, toutes les heures ne se valent pas. Gribouiller distraitement en regardant la télévision ne vous fera pas progresser. La pratique délibérée a des caractéristiques spécifiques. Elle est ciblée par l'amélioration d'une compétence précise. Elle sort de la zone de confort. On travaille sur ce qu'on ne maîtrise pas encore. Elle inclut un retour d'information. On voit ses erreurs et on les corrige. Elle demande de la concentration intense. Elle est répétée régulièrement. Un débutant qui pratique 1 heure par jour avec ces critères progressera plus vite qu'un doué qui dessine occasionnellement sans méthode. Le talent, s'il existe, est largement surpassé par la qualité de la pratique. Ericsson a calculé qu'il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour atteindre un niveau d'expertise mondiale dans un domaine. Cela peut sembler décourageant, mais considéré pour devenir bon, pas expert mondial, juste bon. Quelques centaines d'heures suffisent. Dessiner 1 heure par jour pendant 1 an représente 365 heures. Après 1 an de pratique régulière et méthodique, vous serez dans le top 10% de la population en dessin. Sans aucun talent spécial, juste de la pratique. Si le talent n'est pas l'obstacle, qu'est-ce qui empêche les gens de dessiner? La réponse est souvent la peur. Peur de mal faire, peur du ridicule, peur de décevoir. Cette peur a des racines profondes. Nous vivons dans une culture de la perfection. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de dessins magnifiques, créés par des artistes professionnels après des années de pratique. Nous comparons nos premiers essais maladroits à ces œuvres accomplies et nous nous sentons nuls. C'est comme comparer vos premiers pas hésitants de bébé à Usain Bolt en pleine course. L'artiste Austin Kleon dit « Ne comparez pas vos débuts au sommet des autres ». Mais nous le faisons constamment et cette comparaison toxique nous paralyse. Il y a aussi la peur du jugement des autres. Montrer un dessin imparfait, c'est s'exposer à la critique. Les enfants cessent de dessiner précisément au moment où ils deviennent conscients du regard des autres. Vers 8 ou 9 ans, cette conscience sociale, utile dans d'autres contextes, devient un frein créatif. La solution, créer un espace de pratique sans jugement. Dessiner pour soi, sans montrer. Vous montrez seulement à des personnes bienveillantes. Acceptez l'imperfection comme partie intégrante du processus d'apprentissage. Un mauvais dessin n'est pas un échec, c'est un pas vers un meilleur dessin. Beaucoup de gens attendent des résultats instantanés. Nous vivons dans une culture de la gratification immédiate. On veut apprendre le dessin en un week-end, avec une application sur smartphone. Mais le dessin, comme toute compétence complexe, demande du temps. Un débutant se décourage souvent après quelques tentatives. J'ai fait 3 dessins et ils sont moches, donc je n'ai pas de talent. Mais 3 dessins, c'est rien. Un étudiant en école d'art fait des milliers de dessins pendant sa formation. Les premiers 1000 sont généralement médiocres. Mais chacun construit l'expérience nécessaire. Il faut accepter la phase d'incompétence. Ira Glass, célèbre producteur radio américain,
l'explique magnifiquement. Quand on débute, on a du goût. On sait reconnaître ce qui est bon. Mais nos propres créations ne sont pas à la hauteur de notre goût. Il y a un fossé. Et la seule façon de franchir ce fossé, c'est de produire énormément. Faire des choses ratées, recommencer. Et peu à peu, ce qu'on fait rattrape notre goût. Cette phrase est inconfortable. Savoir qu'on pourrait faire mieux sans encore en être capable est frustrant. Mais c'est temporaire. La seule issue est de continuer. Beaucoup d'autodidactes échouent non par manque de talent, mais par manque de méthode. Ils dessinent au hasard sans progression logique. Ils s'attaquent à des sujets trop difficiles, un portrait réaliste dès le début, et se découragent. Un bon apprentissage est progressif. On commence par des formes simples. Ligne droite, courbe, cercle, cube. On apprend à voir et à reproduire les formes géométriques avant d'aborder des sujets organiques. On dessine des natures mortes simples avant des portraits. On maîtrise le contour avant d'aborder les ombres et les valeurs. Pour ma part, je proposais de prendre une feuille de papier, de la froisser et d'essayer de la dessiner, de prendre un chiffon, de le poser et d'essayer de le dessiner. Ce sont des formes simples, on regarde la géométrie, on se sert des ombres et des lumières. Cette progression peut sembler ennuyeuse. On veut dessiner des dragons épiques, pas des cubes. Mais c'est comme vouloir jouer une sonate de Beethoven sans avoir fait ses gammes. Les fondations sont essentielles. Heureusement, aujourd'hui, les ressources abondent. Livres, cours en ligne, tutoriels YouTube. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à un enseignement méthodique du dessin. Le problème n'est plus l'accès à l'information, mais la discipline pour suivre une méthode. L'obstacle le plus prosaïque est souvent le plus décisif, le manque de temps. Entre le travail, la famille, les obligations diverses, qui a le temps de dessiner 1 heure par jour? Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin d'1 heure par jour. 15 minutes suffisent. 15 minutes de pratique ciblée quotidienne produisent des résultats remarquables. En 1 an, c'est 91 heures, largement suffisant pour voir des progrès significatifs. Le problème n'est généralement pas le temps absolu, mais la régularité. Il vaut mieux dessiner 15 minutes chaque jour que 2 heures le dimanche. Le cerveau apprend mieux par répétition espacée que par session intense espacée. La régularité crée une habitude, et l'habitude rend la pratique facile et naturelle. De plus, dessiner régulièrement modifie littéralement votre cerveau. Vous commencez à voir en dessinateur. Vous remarquez les ombres, les proportions, les lignes dans votre environnement quotidien. Cette perception enrichit, nourrit votre pratique, même quand vous ne dessinez pas. Pourquoi certaines personnes semblent-elles naturellement douées? Généralement parce qu'elles ont commencé tôt et dans un environnement favorable. Un enfant dont les parents dessinent, dont la maison est remplie de livres d'art, qui reçoit des encouragements à chaque gribouillage, va naturellement dessiner davantage. À 10 ans, cet enfant a accumulé des milliers d'heures de pratique informelle. Il a du talent, dit-on. En réalité, il a un avantage d'expérience considérable. Inversement, un enfant découragé dont les dessins sont critiqués ou ignorés, qui n'a pas accès à du matériel de dessin, va naturellement cesser de dessiner. À l'âge adulte, cet abandon précoce sera interprété comme un manque de talent. Mais c'est le résultat d'un environnement défavorable, pas d'une incompétence innée. Cette inégalité environnementale est réelle et importante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être surmontée. À l'âge adulte, vous pouvez vous créer vous-même l'environnement favorable que vous n'avez peut-être pas eu enfant. Vous pouvez vous entourer d'art, rejoindre des groupes de dessinateurs, vous offrir les cours et les livres que vos parents ne pouvaient ou ne voulaient pas vous offrir ou vous fournir. Il existe une vraie différence individuelle, mais elle ne concerne pas une capacité innée. Elle concerne la motivation. Certaines personnes sont passionnément attirées par le dessin, d'autres pas. Et cette passion fait une différence énorme. Quelqu'un de passionné va pratiquer davantage, plus intensément, avec plus de joie.
il va penser au dessin même quand il ne dessine pas. Il va chercher activement à s'améliorer. Cette motivation intrinsèque est un moteur puissant. Mais la passion elle-même n'est pas innée, elle se développe. Beaucoup de grands artistes n'étaient pas spécialement passionnés au début. C'est la pratique qui a créé la passion. Le plaisir vient de la compétence. Plus on devient bon, plus c'est agréable, ce qui motive à pratiquer davantage, ce qui améliore la compétence. C'est un cercle vertueux. Donc même si vous ne vous sentez pas particulièrement passionné au début, commencez quand même. La passion viendra peut-être en chemin. Et si elle ne vient pas, ce n'est pas grave. Vous aurez au moins appris une compétence utile et développé votre créativité. Soyons honnêtes, certaines personnes apprennent plus vite que d'autres. C'est observable. Mais cette différence de vitesse ne signifie pas que certains peuvent apprendre et d'autres pas. Cela signifie simplement que certains atteindront un niveau donné en 100 heures, d'autres en 200 heures. Mais les deux peuvent y arriver. De plus, la vitesse d'apprentissage n'est souvent qu'apparente. Quelqu'un qui apprend vite a souvent déjà des compétences transférables. Une bonne coordination visio-motrice développée, une habitude de l'observation attentive, une confiance en ses capacités d'apprentissage. Ce ne sont pas des talents innés pour le dessin, mais des avantages contextuels. Et même si quelqu'un apprend objectivement plus lentement, quelle importance? Si vous aimez dessiner, si cela vous apporte de la joie, de l'expression, de la satisfaction, pourquoi vous compareriez-vous aux autres? Le dessin n'est pas une compétition, c'est un chemin personnel. Voici ce que je voudrais que vous reteniez de ce podcast, résumé en quelques vérités simples. Première vérité, le talent n'existe pas comme vous le croyez. Ce que vous appelez talent est généralement la combinaison de pratiques précoces, d'encouragement et de temps investi. Rien de mystérieux, rien d'inaccessible. Deuxième vérité, tout être humain peut apprendre à dessiner. Si vous pouvez apprendre à écrire, à conduire, à cuisiner, vous pouvez apprendre à dessiner. C'est une compétence, pas un don divin. Troisième vérité. Le progrès est garanti par la pratique régulière. Pas rapide, pas spectaculaire, mais réelle. Dessinez 15 minutes par jour pendant 3 mois et vous verrez la différence. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Quatrième vérité. Vous n'êtes pas en compétition. Vous ne dessinez pas pour être meilleur que les autres, pour impressionner, pour devenir célèbre. Vous dessinez pour vous, pour observer le monde, pour créer, pour le simple plaisir du geste. Cinquième vérité, il n'est jamais trop tard. Que vous ayez 20 ans, 40 ans, 70 ans, votre cerveau peut encore apprendre. L'âge ralentit peut-être l'apprentissage, mais ne l'empêche pas. Sixième vérité, l'imperfection est belle. Un dessin maladroit, mais sincère, a plus de valeur qu'une copie froide et parfaite. Vos dessins imparfaits racontent votre histoire, votre regard unique sur le monde. Ils sont précieux précisément parce qu'ils sont les vôtres. Je vais maintenant vous faire une confession personnelle. J'ai longtemps cru, moi aussi, au mythe du talent. J'admirais les grands dessinateurs avec un mélange de fascination et de résignation. Eux ont le don, pas moi. Cette croyance m'a empêché pendant des années d'essayer vraiment. Puis un jour, j'ai rencontré un vieux professeur de dessin qui m'a dit quelque chose de très simple. Le talent, c'est l'envie. Il ne parlait pas d'un désir vague, mais de l'envie concrète de prendre un crayon et de dessiner, encore et encore, malgré les difficultés. Cette envie, tout le monde peut la cultiver. J'ai commencé très bas, dans une famille où on considérait que le dessin, c'était de la perte de temps, où je n'avais pas le droit de toucher à un crayon de couleur. J'ai commencé très tard. J'ai commencé à dessiner quotidiennement. Les premiers mois étaient assez frustrants. Je copiais des dessins de Disney, des mangas. Mes dessins ne ressemblaient pas à ce que je voyais, ne ressemblaient pas à ce que je voulais créer. Mais je continuais.
Et petit à petit, presque sans me rendre compte, j'ai progressé. Non pas parce que j'avais découvert un talent caché, mais parce que mes yeux apprenaient à voir et mes mains apprenaient à traduire. Le miracle n'était pas en moi, il était dans le processus patient de l'apprentissage. Puis un jour, j'ai dessiné et je me suis rendu compte de la différence. Aujourd'hui, je ne suis pas une grande artiste. Je ne cherche plus à faire les symposiums, à faire des galeries, à montrer ce que je fais. Je ne cherche plus à ce que le monde autour de moi me dise si ce que je fais est bien ou pas bien. En plus, diminué par mon accident, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai repris. Je me suis remise à dessiner régulièrement, avec plaisir. Je me suis rendu compte que c'était comme de l'oxygène, j'en avais besoin. Alors tous les jours, je me suis mise à dessiner. Et j'ai créé cette chaîne. Donc vous avez vu, jour après jour, mon évolution. Ça a enrichi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je vois le monde différemment. Je ressens une satisfaction profonde quand j'achève un dessin, même imparfait. En fait, pour moi, mes dessins sont quasiment tous imparfaits. Mais j'ai accès à une forme d'expression qui m'est propre. Et cela me rend heureuse. Et si j'ai pu le faire, malgré tous les obstacles? Vous le pouvez aussi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un fait. Il n'y a rien de spécial en moi, il y a juste de la pratique régulière et la volonté de continuer malgré l'imperfection. Alors voici mon encouragement final, mon message d'espoir que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui. Vous pouvez dessiner. Pas peut-être. Pas si vous avez du talent. Pas sauf si vous êtes trop vieux ou trop nul. Non. Vous pouvez dessiner. C'est un fait scientifiquement établi, historiquement prouvé, pédagogiquement démontré. La seule question est, allez-vous le faire? Allez-vous laisser un vieux mythe culturel vous priver d'une source de joie et d'expression? Allez-vous laisser une phrase entendue dans l'enfance « Tu ne sais pas dessiner » déterminer le reste de votre vie? Allez-vous abandonner avant même d'avoir essayé? Ou allez-vous, demain matin, prendre un crayon et une feuille de papier et dessiner? Juste essayer, sans attente, sans jugement, avec curiosité et peut-être même un peu d'excitation. Vous savez ce qui se passera si vous le faites? Vous rejoindrez une lignée qui remonte aux grottes de Lascaux il y a 20 000 ans. Nos ancêtres préhistoriques dessinaient des bisons sur les murs des cavernes. Ils ne se demandaient pas s'ils avaient du talent. Ils avaient juste le besoin humain fondamental de créer des images, de laisser une trace, de dire « J'étais là, j'ai vu cela, et je l'ai représenté ». Ce besoin est toujours en vous. Il n'a jamais disparu. Il a juste été enterré sous des couches de doutes, de peur, de fausses croyances. Mais il est là, patient, attendant que vous lui donniez à nouveau vie. Dessiner, c'est renouer avec cette part fondamentalement humaine de vous-même. C'est rejoindre les enfants de maternelle qui dessinent avec abandon, les artistes de la Renaissance dans leurs ateliers, les milliers d'êtres humains à travers l'histoire et à travers le monde qui ont ressenti le besoin de créer des images. C'est votre droit de naissance en tant qu'être humain. Ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous dire que vous n'êtes pas assez doué pour exercer ce droit. Je ne vous demande pas de devenir artiste professionnel. Je ne vous demande pas de consacrer votre vie au dessin. Je ne vous demande même pas de montrer vos dessins à qui que ce soit. Je vous demande juste d'essayer, de commencer, de dessiner un peu, régulièrement, avec bienveillance envers vous-même, de donner une chance à cette part créative de vous qui a peut-être été endormie pendant des décennies. Et si vous montrez vos dessins, ne vous laissez pas freiner par ces emojis où ils font des sourires, des gens qui se moquent, des gens qui ont que de mauvaises intentions. Ne vous laissez jamais freiner. Et voici ce qui va se passer. Je l'ai vu. Vous allez découvrir que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Pas immédiatement, pas miraculeusement, mais progressivement, patiemment. Cette découverte changera quelque chose en vous, pas seulement votre capacité à dessiner, mais votre perception de vous-même, de vos possibilités, de votre potentiel. Parce que si le mythe du talent est faux pour le dessin, il est probablement faux pour bien d'autres choses aussi. Combien d'autres rêves
D'autres aspirations avez-vous abandonnées en vous disant « Je n'ai pas le talent pour ça ». Apprendre une langue, jouer d'un instrument, écrire, danser. Quand vous découvrirez que vous pouvez apprendre à dessiner, vous commencerez peut-être à remettre en question toutes ces autres limites que vous vous êtes imposées. Vous découvrirez que vous êtes plus libre, plus capable, plus ouvert que vous ne le croyez. C'est ça le vrai cadeau du dessin. Pas de devenir un grand artiste, bien que ce soit merveilleux si cela arrive, mais de découvrir que vous pouvez apprendre, grandir, créer à tout âge et dans tous les domaines. Que les limites que vous perceviez étaient souvent imaginaires. Que le monde de la création vous est ouvert. Donc, voici mon dernier message, celui que je veux que vous emportiez dans votre cœur. Le crayon vous attend, le papier est là, blanc, plein de possibilités. Votre main, cette main qui a déjà créé tant de choses dans votre vie, peut créer des images aussi. Votre œil, qui a vu des milliers de couchers de soleil, de visages aimés, de scènes quotidiennes, peut apprendre à voir pour dessiner. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Il ne manque que la permission. La permission que vous vous donnez à vous-même d'essayer, d'échouer, de progresser, de créer. Alors je vous donne cette permission. Non, attendez, je ne peux pas vous la donner. Vous seul pouvez vous la donner. Mais je peux vous encourager à le faire. Je peux vous dire, avec toute la certitude de l'expérience et de la connaissance, cela en vaut la peine. Le voyage en vaut la peine. Pas seulement la destination, devenir bon en dessin, mais le voyage lui-même. Chaque dessin, même imparfait, est une aventure. Chaque session de pratique est un moment de présence, de création, de vie intensément vécue. Et qui sait, peut-être que dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous ne pourrez pas croire que vous pensiez autrefois ne pas savoir dessiner. Peut-être que le dessin sera devenu une partie naturelle de votre vie, une source de joie quotidienne. Peut-être que vous transmettrez à d'autres, à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, cette vérité libératrice. Le talent n'est pas nécessaire, juste l'envie et la pratique. Ou peut-être pas. Peut-être que vous dessinerez quelques mois et déciderez que finalement, ce n'est pas votre chemin. Et ce sera très bien aussi. Au moins vous aurez essayé. Au moins, vous ne vivrez pas avec le regret de n'avoir jamais tenté par peur d'un manque de talent imaginaire. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Mais j'espère que pour certains d'entre vous, c'est le début d'autre chose. Le début d'une aventure créative. Le début d'une redécouverte de vos capacités. Le début d'une relation nouvelle avec le monde visible autour de vous. Maintenant, trouvez un crayon, n'importe lequel fera l'affaire pour commencer. Trouvez du papier, même une vieille enveloppe suffit, et dessinez quelque chose, n'importe quoi. Une pomme sur votre table, votre tasse de café, votre main, la vue de votre fenêtre. Ne jugez pas le résultat, observez juste. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous vu que vous n'aviez jamais remarqué auparavant? Comment avez-vous ressenti le geste de dessiner? Puis, demain, recommencez. Et après-demain. Pas par obligation, mais par curiosité. Que se passe-t-il si vous continuez? Je vais vous le dire. La magie se produit. Pas la magie du talent, mais la magie de l'apprentissage, de la croissance, de la découverte de soi. La magie lente et patiente de devenir, petit à petit, quelqu'un qui dessine. Et cela, mes amis, ne demande aucun talent, juste du courage, de la patience et la volonté de commencer. Alors, commencez. Je vous encourage. Le monde attend vos dessins, pas parce qu'ils seront parfaits, mais parce qu'ils seront les vôtres, uniques, irremplaçables, précieux, comme vous. Merci de votre attention et surtout, merci d'avance pour tous les dessins que vous allez créer. Le monde en sera plus beau. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question personnelle. Une question qui n'appelle pas nécessairement une réponse à voix haute, mais une réflexion intérieure. Pensez à un moment de votre enfance où vous avez dessiné. Peut-être en maternelle, peut-être plus tard. Fermez les yeux un instant et essayez de vous rappeler ce moment. Maintenant,
demandez-vous, pourquoi avez-vous arrêté? Pour la plupart d'entre nous, il y a eu un moment précis. Peut-être qu'un camarade de classe s'est moqué de votre dessin. Peut-être qu'un professeur, même avec bienveillance, vous a dit que vous n'étiez pas très doué pour l'art. Peut-être avez-vous comparé votre dessin à celui d'un camarade et décidé que le vôtre était moche. Ou peut-être, plus insidieusement, personne n'a rien dit, mais vous avez simplement cessé de recevoir les encouragements que vous receviez en maternelle. À mesure que vos dessins devenaient plus maladroits, comme ceux de tous les enfants vers 8 ans, les adultes ont cessé de les admirer. Le message implicite était clair. Ce n'est plus bien. Ce moment où vous avez arrêté, n'était pas une révélation sur votre absence de talent. C'était juste un moment où les circonstances, un mot, un regard, une comparaison, vous ont découragé. Et ce découragement est devenu une croyance. Je ne sais pas dessiner. Mais cette croyance n'est pas une vérité. C'est juste une histoire que vous vous êtes racontée, basée sur un événement contingent et souvent insignifiant. Cette histoire a peut-être duré 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais elle reste une histoire, pas une réalité biologique immuable. La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, c'est que vous pouvez réécrire cette histoire. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est jamais trop tard, votre cerveau reste plastique toute votre vie. À 60 ans, à 80 ans, vous pouvez encore apprendre à dessiner. Peut-être pas aussi vite qu'à 20 ans, mais vous pouvez apprendre. L'histoire vraie n'est pas « je n'ai pas de talent », mais « j'ai arrêté de pratiquer à cause d'un découragement et je peux reprendre quand je veux ». Cette histoire est à la fois plus vraie et infiniment plus libératrice. Chers amis, nous voici au terme de notre exploration. Je vous ai raconté pourquoi le mythe du talent est faux, comment le dessin s'apprend réellement, quels sont les vrais obstacles et comment les surmonter. Mais au-delà des arguments et des preuves, j'aimerais vous laisser avec quelque chose de plus profond, une invitation et un encouragement. L'invitation d'abord, je vous invite à essayer, pas à devenir artiste, pas à avoir du talent, juste à essayer. Prenez un crayon et du papier, dessinez une pomme, une tasse, votre main. Peu importe si c'est moche, faites-le avec curiosité, pas avec jugement. Observez ce que vous voyez. Laissez votre main traduire cette observation, c'est tout. Faites-le demain, puis après-demain, 10 minutes suffisent. Ne montrez à personne si vous ne voulez pas. C'est juste pour vous. Pas pour Facebook ou Instagram. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour le plaisir de créer une image de vos propres mains. Et voici ce qui va se passer, je vous le promets. Les premiers dessins seront maladroits, c'est normal et nécessaire. Mais si vous continuez, si vous dessinez régulièrement pendant quelques semaines, vous commencerez à voir des progrès. Pas des progrès miraculeux, pas des chefs-d'œuvre, mais des progrès réels et tangibles. Cette ligne sera plus assurée. Cette proportion sera plus juste. Cette ombre sera mieux placée. Et ces petits progrès vous donneront envie de continuer. Le cercle vertueux s'enclenchera. Plus vous dessinerez, mieux vous dessinerez. Plus vous aimerez dessiner. Après quelques mois, vous regarderez vos premiers dessins et vous serez étonné du chemin parcouru. Mais au-delà même du progrès technique, quelque chose de plus précieux se produira. Vous développerez ce que je pourrais appeler un œil de dessinateur. Vous commencerez à vraiment voir le monde autour de vous. Les jeux de lumière sur un mur, la structure d'un arbre, le geste d'une main, les subtilités d'un visage. Le monde deviendra plus riche, plus intéressant, plus beau. Dessiner, c'est ralentir. Dans notre monde obsédé par la vitesse et l'efficacité, dessiner vous force à prendre le temps d'observer. Regarder vraiment une pomme pendant 10 minutes pour la dessiner est un acte de méditation. Vous entrez dans une forme de présence, de concentration douce, qui est en elle-même thérapeutique. Dessiner, c'est aussi créer avec ses mains quelque chose qui n'existait pas à l'ère du numérique où nous consommons passivement tant d'images. Produire une image de ses propres mains est un acte de résistance et d'affirmation. Cette image existe parce que vous l'avez créée. Personne d'autre ne l'aura faite exactement comme vous. C'est unique et c'est le vôtre. Il y a une joie profonde dans cet acte de création. Une joie qui n'a rien à voir avec la qualité du résultat. Les enfants le savent, ils dessinent pour le plaisir de dessiner,
pas pour produire des chefs-d'œuvre. Quelque part en grandissant, nous avons oublié cette vérité simple. Il est temps de la retrouver. Le seul vrai échec serait de ne jamais essayer à cause d'une croyance fausse sur vous-même. Vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous passerez quelques semaines à dessiner maladroitement et déciderez que finalement ce n'est pas pour vous. Au mieux, vous découvrirez une source de joie et d'expression qui enrichira le reste de votre vie. Je vais vous dire un secret. Les artistes professionnels que vous admirez ont, eux aussi, commencé par dessiner comme des enfants de 5 ans. Tous, sans exception. La différence entre eux et vous n'est pas le talent, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté de pratiquer. Ils ont accepté d'être mauvais pendant le temps nécessaire pour devenir bons. Vous pouvez faire pareil. Vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit d'être débutant, maladroit, imparfait. Vous avez le droit de progresser lentement. Vous avez le droit de dessiner juste pour vous. Vous avez le droit de créer sans autre but que la joie de créer. Vous avez tous mes encouragements. Et maintenant, moi, je vous dis à bientôt.